Bien, mes chers collègues, on va donner la parole à notre Benjamin qui va faire l'appel et on va lui donner un micro. Elle est où la Benjamin? Elle est là-bas, la Benjamin, non? Enfin, on va lui présenter le micro, exactement. Non, touche pas le micro. Il n'y a que Cyril qui touche le micro. Il n'y a pas la feuille d'appel. J'ai demandé. Là, la feuille d'appel. Comme on est 33 et dans un certain ordre, c'est vrai que peut-être qu'au bout de 3-4 ans, elle le saura par cœur, mais la liste... C'est bon, j'ai tout. Merci, monsieur le maire. Richard Mallier. Présent. Mathieu Pietri. Corinne Lemeu. Yann Pertuzel. Christine Sicardi. Elle est en retard, elle est bloquée sur l'autoroute, elle vient d'envoyer un SMS. Elle sera en retard plutôt. Thomas Bergère. Sophie Suras. Stéphane Perrassini. Maïva Gautelier présente. Joseph Cassaro. Roger Mossé. Dominique Bièche. Alain Hauser. Pierre Maroc. François Degnaud. Evelyne Louis. Véronique Garnier. Un pouvoir. Catherine Bienfait. Marie-Christine Rodriguez. Catherine Foulon. Marie-Pierre Vitiello. Florian Paris. Christelle Kégine. Patricia Coty. Jean-François Kerr. Julien Esterini. Camille Guetto. Il n'y a pas de pouvoir. Hervé Kella. Jean-Pierre Laffineur. Christine Fromin. René Alberici. Valérie Giacomasi. Philippe Canobio. Le quorum est atteint, monsieur le maire. Le quorum est donc atteint. Bien, je vous propose de commencer cette séance dans ce conseil municipal relocalisé dans le gymnase Guidrut, où la sono n'est pas extraordinaire, ça résonne beaucoup, mais dans le gymnase Guidrut pour répondre évidemment aux règles sanitaires qui seront temporaires, je l'espère. Et il n'échappe pas à la règle puisqu'il sera lui aussi filmé. Permettez-moi tout d'abord de vous témoigner mon enthousiasme de vous retrouver ici et je renouvelle mes excuses pour mon absence au précédent conseil à cause de cette mauvaise petite bête qui m'avait collé et confiné chez moi. Comme chacun le sait, ou plutôt chacun le subit, la Covid-19 continue de chambouler nos habitudes et exige de la municipalité une grande réactivité pour lutter contre ce climat anxiogène. L'évolution permanente de l'épidémie sanitaire impose aux autorités des fluctuations incessantes dans les mesures à prendre et notamment les organisations de manifestations. Sachez que la municipalité fait de son mieux pour s'adapter en conciliant votre sécurité et un maintien de la vie communale et du lien social et une préservation de l'économie locale. Je vous avouerai que l'exercice commence à atteindre ses limites, avec un État toujours aussi désorganisé. Pas trop lui jeter la pierre parce que c'est pas évident à faire. C'est dans ce but que nous avons réussi à maintenir le marché de Noël dans un nouveau format sanitaire, mais qui, au regard des chiffres de fréquentation qui dépassent les 4500 visiteurs et des sourires sur les visages des commerçants et des visiteurs, me font conclure à un vrai succès. Je tiens à remercier les services municipaux et les élus qui se sont considérablement investis afin d'apporter un peu de joie et de normalité dans cette période. Je vous le disais, nous devons nous adapter pour continuer non seulement à délivrer un service public de qualité, mais apporter un peu de joie et de divertissement dans les foyers bouquins.
ne mélangeons pas nos efforts, notamment avec la création de la web TV des bouquins, dénommée Book TV, qui, petit à petit, est devenue un incontournable du divertissement. Je remercie l'ensemble des téléspectateurs, ce qui nous encourage à diversifier nos programmes. Nos lecteurs sont ravis qu'un BiblioDrive est maintenant en place depuis le 16 novembre, et tout ça pour emprunter et rendre les livres. Comment fonctionne-t-il? Rendez-vous sur le site web de la commune. Et lorsque votre commande aura été traitée, vous serez averti par courriel. Les bibliothécaires fixeront avec vous une heure pour venir récupérer vos documents. Mais avant de venir, je rappellerai, puisque ça passe sur la web TV, n'oubliez pas de vous munir d'une attestation de déplacement, des documents que vous souhaitez rendre, si c'est le cas, et surtout de votre masque, que je ne porte pas ce soir, puisque nous sommes dans des conditions de distanciation physique normale et suffisante pour que, vous voyez, on est suffisamment loin les uns des autres pour ne pas avoir à porter le masque. Et puis, c'est une meilleure... Ma voix est mieux sans masque que pas, donc c'est pour ça que je vous autorise, pour ceux qui le souhaitent, à enlever vos masques, et ça sera plus clair si vous avez et vous devez parler. Je tiens à remercier l'ensemble des acteurs de la cérémonie du 11 novembre dernier, ainsi que du cinquantenaire de la mort du général de Gaulle. Il est important de ne pas perdre nos valeurs, zéro père, même dans un contexte comme le nôtre. Et le prochain rendez-vous du devoir de mémoire, ce samedi 5 décembre à 11h, place de l'Hôtel de Ville, pour la journée nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. Noël approche et il est temps d'écrire au Père Noël. La fameuse boîte aux lettres magique a été installée dans le hall de l'Hôtel de Ville. Comme chaque année, les enfants de Bouc-Bel-Air peuvent y poster leurs lettres au Père Noël. Je m'engage personnellement à acheminer toutes les correspondances au pôle Nord. Mais attention à ne pas oublier l'adresse de l'expéditeur pour recevoir une réponse. Et pour les plus grands, nous lancerons lundi prochain une tombola de Noël pour mettre en valeur les savoir-faire locaux. Cette opération vous permettra de recevoir des tickets gratuitement lorsque vous achetez chez vos commerçants préférés et locaux qui participent à l'opération pour tenter de gagner de nombreux lots. Tous les détails seront à découvrir dans la semaine sur le site de la ville et bien sûr sur Book TV. Le conseil de ce soir traitera de solidarité, notamment en faveur de nos amis arméniens, victimes d'une guerre insoutenable, ainsi que de la FM Téléthon. Nous évoquerons aussi des demandes de subventions et divers points de ressources humaines. Et je dirais place à l'ordre du jour et surtout saluer la nombreuse assistance, puisque nous l'avons ouvert mais avec une jauge limitée, puisque nous avons une personne dans les tribunes, et cette personne est un ancien élu que je salue, ancien adjoint au maire, Edmond Etédjian, qui est ici présent. Alors, eh bien écoutez, nous allons passer évidemment à l'éternel adoption. On a peut-être, je ne sais plus si on désigne, oui j'ai loupé la dernière fois, je ne sais plus si on désigne un secrétaire de séance ou pas. Je ne sais plus si on désigne un secrétaire de séance. Voilà, c'est le plus jeune qui est secrétaire de séance. Je ne savais plus parce que, suivant les présidences que je fais, on désigne pas. Voilà. Donc, on a adopté le compte-rendu de la séance du 19 octobre 2020. Vous avez eu en son temps le compte-rendu. Est-ce que vous avez des remarques là-dessus? Des observations? Donc, hormis moi-même, est-ce qu'il y a des abstentions? Je vais m'abstenir puisque je n'étais pas présent. Je le disais tout à l'heure et je m'en suis excusé. Il n'y a pas d'abstention, donc unanimité. Ensuite, alors, les décisions prises en fonction de l'article L. 122.22
du Code général des collectivités territoriales. Alors, il y a trois décisions. C'est la décision numéro 2020-029 du 10 novembre. Il s'agit du contrat administratif d'occupation du domaine privé à titre précaire et révocable pour M. Christian Deveau, qui est un employé du service technique. Et je vais vous dire ce qu'il en est. Donc c'est un logement, vous savez, qui fait partie du domaine privé de la commune dans le périmètre du groupe scolaire de la Bergerie. Moyenne à une contribution mensuelle de 657,79 €. Le preneur, évidemment, supporte les charges locatives, taxes d'habitation, enlèvement d'ordures ménagères, fourniture d'électricité, de l'eau, de gaz, seront à la charge du preneur. Et la charge forfaitaire annuelle pour l'eau est de 120 €, soit 10 € par mois. Et c'est un contrat à compter de demain qui se terminera le 30 novembre 2021. Ensuite, nous avons la décision numéro 2020-030 du 6 novembre, qui est la souscription d'un emprunt auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole Alpes-de-Provence, qui annule et remplace la numéro 2020-011. Et donc la 2020-030 dit la chose suivante: on contracte un emprunt de 2 millions d'euros dont les caractéristiques sont les suivantes. C'est pour financer les investissements, ça tout le monde le savait. Le montant du capital emprunté, c'est donc 2 millions. La durée du prêt et de l'amortissement est de 25 ans, avec un taux d'intérêt annuel fixe de 0,72%, avec des échéances trimestrielles, un amortissement linéaire et le montant de la première échéance étant de 23 600 €, avec des frais de dossier de 0,10, soit 2 000 €. Ceux qui travaillent dans les banques trouvent que c'est bien peu comme taux d'intérêt, mais c'est ce qu'on a en ce moment, et évidemment, nous avons pris le meilleur, vous vous en doutez. Et on peut toujours rêver un remboursement anticipé si on s'aperçoit que les taux peuvent encore baisser d'ici 25 ans. Eh bien, on peut rembourser moyennant le versement d'une indemnité de 2 mois d'intérêt assortie d'une indemnité actuarielle. Voilà pour celui-là. Ensuite, nous avons dans le cadre de la commande publique la procédure 20 ST 03-1. C'est donc un marché de services, mode de passation d'appel d'offres, c'est un appel d'offres ouvert pour la réalisation et l'entretien d'espaces verts communaux. Et donc on a le marché numéro 1, c'est pour ça que vous aviez tiré 1, c'est donc la zone nord. Marché de 12 mois renouvelable 3 fois, avec un prix global et forfaitaire. Il a été notifié le 15 septembre et attribué à l'EURL Espace Paysage à Tretz pour un montant annuel hors taxe de 21 992,95 €. Donc un montant global total pour les 3 ans, renouvelable 3 ans, pardon, qui est de 87 971,80 €. Ensuite, nous avons, toujours dans la commande publique, le 20 ST 06. Donc c'est la requalification du complexe des Terres Blanches. Le lot 1 a été attribué, alors il y a 7 lots qui ont été attribués. Le lot 1, il s'agit de désamontage, façade, maçonnerie, aménagement extérieur, couverture, étanchéité. C'est donc un MAPA évidemment, qui a été notifié le 3 septembre. Le lot 1, c'est la société GER, 21 boulevard de Lavoisier à Marseille, pour un montant hors taxe de 580 237,10 €. Le lot 2, menuiserie extérieure et serrurerie, c'est la société Alliage, qui est pas loin d'ici, puisqu'elle est située au chemin de Sauvecanne, impasse des Oliviers. C'est
c'est-à-dire tout à côté des services techniques ou du pôle municipal de Soullecane. Et le lot 2, c'est un montant hors taxe de 189 687,80 hors taxe. Le lot 3, c'est les cloisons, revêtements de sol, faux plafond, menuiserie intérieure, peinture. Le lot 3, c'est donc la société GER, comme le lot 1, pour un montant de 180 751. Le lot 4, c'est le lot 4, chauffage, ventilation, rafraîchissement. Rafraîchissement, c'est pour la climatisation, hein, c'est pas le rafraîchissement de l'ensemble des murs, puisque ça sera fait dans un autre lot. C'est la SAS Virio au bout, pour un montant hors taxe de 167 600. Pour le lot 5, c'est l'électricité, c'est Cadelec à Cadenet pour un montant hors taxe de 59 989,50. Le lot 7, c'est sol sportif et sol coulé en résine, c'est ST Group pour un montant hors taxe de 91 954. Et donc c'est des travaux de réfection qui vont durer 7 mois. Encore une fois, c'est un prix global et forfaitaire, le marché ayant, le chantier ayant débuté, alors je ne sais plus si c'est la fin du début du mois de novembre ou début octobre, enfin dans ces eaux-là. Voilà. Ensuite, nous avons le marché celui-là, je l'ai fait. Celui-là aussi, c'est bien, on me met tout en double pour être sûr que je ne me trompe pas. Ensuite, nous avons le marché, la procédure 20 ST07. Et là, il s'agit d'entretien écologique des espaces verts communaux, mais c'est un marché de services réservé aux travailleurs handicapés et défavorisés. Donc c'est un marché public sans publicité ni mise en concurrence. 12 mois renouvelables 3 fois et un prix global et forfaitaire. Et c'est l'ESAT de Luynes, 277 chemin des Frères Gris, qui a eu le marché pour un montant annuel hors taxe de 26 400 et un montant global, si toutes les reconductions sont faites, de 106 400. Et ensuite, nous avons, le marché numéro, le lot numéro, je ne sais plus le lot, c'est le lot ascenseur des Terres Blanches. C'est un lot, mais qui avait été déclaré sans suite. Ça doit être le lot, mais il n'est pas marqué. Bon, peu importe. La truc. Le lot, donc, ascenseur, c'est en MAPA, qui a été relancé parce qu'il y avait juste un candidat. Donc, nous l'avons relancé et c'est un lot qui a été notifié le 13 octobre. Et c'est AMS Ascenseur, dans le 11e à Marseille, qui a eu le marché pour 40 250 hors taxe. J'ai pas, mais je crois que votre représentant, je dis à l'opposition, que son représentant à la commission d'appel d'offres était là présent, je crois, et donc a vu ce qu'il en était, même si c'est un MAPA. Je rappelle que pour les marchés à procédure adaptée, moi, j'ai toute transparence et que même si je suis décisionnaire et j'en porte toute la responsabilité, je fais toujours en sorte que, d'une manière informelle, les membres de la commission d'appel d'offres, et non pas la commission d'appel d'offres, mais les membres soient réunis pour que nous envisagions ensemble quelle est la meilleure offre, la mieux disante dans le cadre du marché, et je l'attribue en fonction des décisions qui sont prises par cette réunion. Et ensuite, nous avons, un peu partout, mais chaque fois c'est les mêmes, la procédure 20 CU 01. Alors c'est la chapelle œcuménique, réhabilitation en espace culturel. C'est un marché de 8 mois, travaux de chantier, c'est un MAPA, et donc il y a un prix global et forfaitaire.
Le lot numéro 1, c'est gros œuvres et démolition, attribué à BG Construction, à Fos-sur-Mer, pour un montant hors taxe de 219 810,72. Le lot 2, c'est maçonnerie et pierre de taille. Dans le 16e à Marseille, Vivian et compagnie, qui sont dans la ZAC Somati, pour un montant hors taxe de 181 393,07. Le lot numéro 3, c'est donc le lot étanchéité. C'est donc Vérip étanchéité qu'il a eu boulevard Mireillos dans le 11e pour un montant de 36 000, toujours hors taxe, 36 336,48. Le lot numéro 5, c'est le lot numéro 4 étant les menuiseries extérieures, bois a été déclaré infructueux. Le lot numéro 5, c'est la serrurerie et vitrail. Plutôt, il doit y avoir plusieurs vitraux, donc on va dire plutôt vitraux. C'est donc atelier Thomas Vitraux à Valence, dans la Drôme, pour un montant de 41 224,80. Le lot numéro 5, le numéro 6, pardon, c'est menuiserie intérieure, agencement. C'est donc la société SPTMI à Marseille, dans le 15e, pour un montant hors taxe toujours de 43 815. Et puis le lot numéro 7, platerie peinture. C'est donc l'entreprise de Bouguelère au 990 chemin de Sauvecane, Poujol Bâtiment, pour un montant de 74 092,55. Le lot numéro 8, ce sont les VRD, voiries et réseaux divers. C'est l'entreprise Grégory Provence, pour un montant hors taxe, ils sont au 1000, hors taxe 204 586,44. Le lot numéro 9, c'est donc les courants forts et les courants faibles. C'est la société Cadelec, à Cadenet, pour un montant hors taxe de 69 999. C'est pas 70 000, c'est 69 999. Et enfin, le lot numéro 10, c'est chauffage, plomberie, CVC. Qu'est-ce que ça veut dire, CVC? CVC. Personne ne renseigne. Bon, mais donc je vous laisse découvrir la réponse à cette question. C'est la société Maclem Énergie à Lançon de Provence pour un montant de 88 415. Et j'en ai fini de cette litanie de chiffres, mais au moins tout le monde, on joue la transparence et tout le monde est au courant. Ensuite, nous avons, on va y venir donc aux délibérations de ce jour, une motion de soutien aux populations du Haut-Karabakh et reconnaissance de la République d'Artsakh. Donc la motion vous a été transmise, je crois, qui vous est proposée, en fait, en deux mots. J'ai pas le texte de la motion. J'ai pas le texte de la motion, il a été distribué Est-ce qu'il a été distribué aux élus? Non, la note de synthèse. On a distribué la note de synthèse. Bon. Donc en fait, mesdames, messieurs, vous savez très bien ce qui se passe au Haut-Karabakh. Je rappelle que le Haut-Karabakh, ou Artsakh d'ailleurs, en Arménie, vieille Arménie, ça s'appelait l'Artsakh. Il y avait une population peuplée que d'Arméniens depuis des millénaires. C'était une région de l'Arménie ancienne allant jusqu'au bord de la Méditerranée. Elle englobait l'Empire ottoman. Et que M. Staline, en 1921, vous savez, c'est divisé pour mieux régner. Et Staline, en 1921, a divisé en République socialiste soviétique des territoires. Mais comme c'était un territoire unique, il n'y avait pas de nationalité, il n'y avait pas de papier d'identité, on passait de l'un à l'autre. C'était l'Empire soviétique,
il a attribué l'Ossétie à l'Ossétie du Nord, alors que c'était des Géorgiens, il l'a attribué au nord à la Russie. Il en a été de même pour l'Abkhazie, une province aussi de la Moldavie qui s'appelle, j'ai oublié son nom là, qui est peuplée de Russes, elle l'a attribué à la Moldavie. Donc dans le Caucase, vous avez, donc la Géorgie, j'en ai parlé, mais il y avait aussi le Haut-Karabakh qui était peuplé d'Arméniens, on l'a mis avec l'Azerbaïdjan. Le Nakhitchevan, on l'a mis aussi à l'Azerbaïdjan, qui était peuplé d'Arméniens depuis des siècles, voire des millénaires. Bon, tout le monde s'en foutait. Par contre, le parti, c'est vrai que ça se gérait au niveau du Congrès, du Soviet, de l'État, de la République soviétique. Bon, les choses se passaient bien au sein du parti, mais le jour où le parti s'est écroulé, souvenez-vous, pour ceux qui ont connu, pardon pour les plus jeunes, mais ceux qui ont connu la chute du mur, hein, donc en 1989, a fait un éclatement de l'Empire soviétique. Et cet éclatement, c'est fait au détriment peut-être, parce qu'il y a eu dans la foulée, au détriment de l'unité soviétique, dans la foulée il y a eu des guerres de ci, de là. Alors il y a eu des guerres, je ne sais plus le nom de la province moldave là, qui a fait sécession, dans lequel vous avez, je suis allé, c'est pour ça que je vous dis, entre la frontière de la Moldavie et cette province, dont j'ai oublié le nom, il y a des chars russes qui sont enterrés. Ils sont là depuis tellement longtemps qu'ils sont enterrés. Ils les ont enterrés et ils tirent sur tout ce qui bouge, enfin tout ce qui a l'air de vouloir bouger. Monsieur Poutine, vous vous souvenez, en 2008, c'est ça, ou 2009 non, 2008. Monsieur Poutine a voulu envahir l'Ossétie du Nord, et l'autre province dont j'ai oublié le nom, enfin peu importe. C'est là où M. Sarkozy est allé à Moscou, il lui a dit tu t'arrêtes, autrement machin. Et Poutine s'est arrêté aussi sec. Bon, là, malheureusement, dans le cas du Haut-Karabakh, il y a eu de 1991 à 1994 une guerre qui a vu quelques dizaines de milliers de victimes, civiles et militaires. Et les Arméniens ont réussi à l'époque à tenir cette province du Haut-Karabakh avec un corridor qui leur permettait. Et ont même débordé un peu cette province en envahissant une partie de l'Azerbaïdjan. Mais c'était aussi pour se protéger, parce que c'est sûr que si vous avez les mortiers, ils peuvent aller très vite, et ça leur permettait, entre l'Arménie et le Haut-Karabakh, cette espèce de territoire qu'il y avait qui n'était pas très très large, ce territoire se protégeait aussi l'Arménie, il n'avait qu'une frontière, ça n'avait pas deux, quoi. Et donc pendant une trentaine d'années, pas tout à fait, mais presque, les choses se passaient de 1994 à 2020, se passaient pas trop mal, si ce n'est qu'il y avait des snipers qui tiraient systématiquement sur les paysans du Haut-Karabakh qui cultivaient leurs champs, et il y avait évidemment des morts, on n'en parlait pas. Mais la communauté internationale avait créé ce qu'on appelle le groupe de Minsk. Le groupe de Minsk était coprésidé par les États-Unis, la France, et le troisième m'échappe, la Turquie. Hein, c'est ça, Edmond, c'est la Turquie, je crois. Troisième coprésident. Bon, il ne répond pas, il ne doit pas m'entendre. Et puis les choses n'avançaient pas. Les choses n'avançaient pas parce que les diplomates ne faisaient pas avancer les choses. Et à un moment donné, l'Azerbaïdjan, avec 2-3 escarmouches qui avaient déjà eu lieu, entre autres quelques mois avant, voire 2016, voire 2019, a fait une grande attaque contre le Haut-Karabakh, avec des drones, avec vraiment une attaque d'une grande envergure, et a pris de court un peu les Hauts-Karabakhtsis
parce que ça a été très vite et très franchement, ils ne s'attendaient pas à ça, ils n'avaient pas les moyens, donc ils ont reculé et en fait, ils sont arrivés. M. Poutine est intervenu et M. Poutine a fait en sorte qu'un cessez-le-feu ait lieu. Mais le cessez-le-feu, c'est au détriment, évidemment, du Haut-Karabakh, parce que les Azéris récupèrent une grande partie du territoire que les Arméniens contrôlaient depuis plus de 25 ans. Ils sont obligés ils ont perdu leur capitale historique qui s'appelle Chouchi, où pour ceux qui sont allés avec moi, puisqu'on est allé 2 fois au Karabakh, nous sommes, pardon, pour parler à l'imparfait, nous sommes, on ne peut pas dire jumelés, mais nous avons une charte d'amitié avec la commune d'Askeran, qui est un peu au nord-est de Stepanakert, la capitale du Haut-Karabakh. Pour ceux qui sont allés, hein, Corinne, tu y étais, Mathieu, je ne sais pas, je crois que tu es venu aussi, non, Stéphane est venu, enfin bon, c'était sous l'ancienne mandature, nous sommes allés, on a vu quelle était la pugnacité de ces gens-là. Il ne faut pas croire que le Haut-Karabakh, c'est un pays facile, quoi, je dirais. La neige est là très vite, c'est le Caucase, c'est un peu désertique, donc il faut y mettre de l'huile de coude. Et nous avons aidé cette commune d'Askeran, nous l'avons aidé, on a amené un certain nombre des livres, on a amené un tableau lumineux, mais on était le bon Dieu. Quand on est allé, on a la réception que nous avons eue, hein, Corinne, était extraordinaire avec ces gamins qui nous recevaient, qui parlaient français, bon, avec un léger accent, mais on leur avait appris à parler français. C'était quelque chose d'extraordinaire. Moi, je vous avoue que j'ai été plusieurs fois là-bas et j'en garderai chaque fois un souvenir ému, parce que c'était cette population, ils étaient 150 000 et ils avaient à côté une armée azérie qui était équipée, même super équipée, avec des drones achetés sur le marché international, avec des armes de la dernière génération, alors qu'ils se sont battus avec leurs fusils et leurs mortiers, quoi. Ils n'avaient que ça contre ces Azéris qui étaient aidés par des instructeurs turcs et par des anciens djihadistes qui, excusez-moi l'expression, s'embêtaient en Syrie et qui sont un peu des mercenaires et sont venus aider l'armée azérie avec évidemment ces instructeurs turcs qui encadraient cette armée. Donc que voulez-vous qu'ils fassent? Eh bien, c'est reculer, essayer de sauver un petit peu les meubles. Et aujourd'hui, ils sont obligés de redonner aux Azéris, des territoires, des cantons qu'ils avaient, même s'ils les ont occupés depuis des millénaires, parce qu'ils les ont toujours. On retrouve des traces archéologiques là-dedans qui montrent bien que les Arméniens ne sont pas depuis hier. Attends, qu'ils y sont depuis des siècles. Donc ils sont obligés de redonner ces cantons aux Azéris, parce que c'est le feu qui a été signé. Et bien, ils brûlent les maisons un peu pour se dire tout ce qu'on a fait nous pendant 25 ans, ils n'ont pas à le récupérer. Voilà, on les comprend, bien que dans ces coins-là où il n'y a pas grand-chose, on peut se dire que c'est un peu dommage, mais on les comprend, ils n'ont pas envie de laisser leur huile de coude et la sueur qu'ils ont transpirée pendant plus de 25 ans, ils n'ont pas envie de le laisser là-bas pour les autres. Et je finirai simplement là-dessus, c'est ce qui explique un peu les deux, cette motion et puis la subvention que je vous demande de voter. Ça explique un peu notre volonté ce soir, c'est de demander au gouvernement français, qui n'a rien fait dans le cadre et je mets tout le monde, je veux dire depuis 1994 que les choses soient claires, je mets tout le monde et j'hésite pas à dire noir sur blanc ce que je pense là-dedans,
qui au niveau du groupe de Minsk, n'a pratiquement jamais rien fait pour faire en sorte que le Haut-Karabakh, qui s'était autodéterminé, il y avait eu un référendum que les Azéris n'ont jamais voulu reconnaître, un référendum des habitants qui voulaient leur indépendance en tant que Haut-Karabakh, en tant qu'Artsakh. Et ils n'ont jamais voulu, le groupe de Minsk a laissé faire les choses, voilà. Et aujourd'hui, quand on laisse faire, vous savez, c'est simple, hein, quand vous laissez faire, M. Erdogan, regardez, hein, c'est M. Erdogan qui est là derrière, quand vous le laissez faire, et évidemment, je faisais référence tout à l'heure à M. Poutine, que M. Sarkozy est allé voir en disant « tu t'arrêtes, là où tu es, on arrête, tu n'as pas question d'envahir la Géorgie ». Poutine s'est arrêté parce qu'il comprend la force. M. Erdogan, c'est pareil. Et M. Erdogan, excusez-moi l'expression, mais emmerde l'Europe depuis quelques années avec les migrants, et on donne raison à M. Erdogan. Et en plus, ce sur quoi j'ai lutté pendant des années, en plus on l'aide, l'Europe, à rentrer dans l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on lui donne des millions pour faire en sorte qu'il soit prêt à rentrer dans l'Union européenne. Ça suffit. Il faut le dire les choses très clairement. Ça suffit. Voilà. Allez, j'ai trop parlé. Est-ce que quelqu'un demande la parole sur le vote de cette mission de motion de soutien et de reconnaissance de cette République d'Artsakh? Vous avez la parole. Quand vous parlez bien en face du micro, j'entends bien. Mais vraiment, je crois que je n'ai pas entendu 50% de ce que vous avez dit. Mais je crois que sur le fond, vous avez parlé du Haut-Karabakh, pour autant que j'ai pu comprendre. Nous avons beaucoup de sympathie pour les Arméniens, un peuple qui a beaucoup souffert au XXe siècle, même si là, on est dans un problème tout à fait différent. Cela dit, on s'interroge pour savoir si c'est vraiment ce qu'attendent les Pékin quand on parle de politique étrangère. Des peuples opprimés dans le monde, il y en a pas mal, y compris des gens qui demandent leur indépendance dans cette région. Donc, est-ce que vous comptez ensuite parler des Kurdes, des Palestiniens, je ne sais pas qui? Et je pense que nous n'avons pas forcément la compétence pour parler de ce sujet. Au minimum, ça demanderait un débat assez étendu. Donc, nous n'avons rien contre les Arméniens, bien au contraire. Et on ne voit pas très bien pourquoi cette question vient à l'ordre du jour. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Pas d'autres interventions. Simplement, sachez une chose, c'est que c'est une motion. Vous êtes libre de ne pas la voter ou de la voter, comme vous voulez. C'est votre, en tant qu'élu municipal, c'est votre problème. Nous, simplement, on demande au gouvernement de bien vouloir reconnaître l'Artsakh. Un seul pays l'a reconnu, c'est l'Arménie. C'est quand même pas normal. Et le groupe de Minsk n'a jamais... pardon, je vous ai dit tout à l'heure une erreur, ça me revient. C'est les États-Unis, la France et la Russie. Le groupe de Minsk, je sais tout à l'heure si je vous avais dit le troisième nom, ça me revient maintenant. Voilà. Après, vous êtes libre, monsieur, de voter ou de ne pas voter. Hein. C'est clair. On n'est pas là pour faire de la politique étrangère, mais on est là pour marquer notre soutien, notre affection à la commune d'Asquerran avec laquelle nous avons une charte d'amitié. Voilà. C'est tout. Donc aller dans ce sens-là, c'est la moindre des choses. Vous savez, si on vous écoute, en 1995, si je me souviens bien, la commune de Bouc-Bel-Air a voté une motion adressée donc au gouvernement français pour lui demander la reconnaissance du génocide arménien. Si on vous avait écouté, ce n'était pas la peine de le faire. Or, si vous voulez, en 2001, le génocide arménien a été reconnu, le Parlement l'a voté à l'unanimité. Certes, il a fallu attendre 2001, mais à l'unanimité a voté la reconnaissance du génocide arménien. Avec un seul article, la France reconnaît le génocide arménien de 1915. C'est tout. Donc aujourd'hui, on demande à la France de reconnaître l'Artsakh, de reconnaître l'existence de ce pays. C'est pas plus compliqué. Notion de soutien d'une commune avec laquelle on est, j'ose pas dire jumelé, parce que pas, mais avec laquelle nous avons une charte d'amitié. Voilà, donc je mets aux voix cette motion. Est-ce qu'il y a des voix contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc une abstention et tout le reste, donc unanimité des votants. Merci. On va mettre Alors en fait, je vais être plus bref sur la
la subvention qui est demandée, qui vous est proposée de voter, c'est donc 1 euro par tête d'habitant, pour le fonds arménien, pour essayer de reconstruire ce qu'il en reste de ce pays, essayer d'aider peut-être les Arméniens à récolter. Il y a quand même eu 90 000 sur 150 000, et peut-être plus, les chiffres que j'avais, c'est 90 000 personnes déplacées. Moi, je crois qu'on est peut-être beaucoup plus. Ils sont partis de l'Artsakh, qui sont allés en Arménie, où il faut les reloger, il faut les aider. Donc, il vous est proposé de voter 15 000 euros qui seront donnés au fonds arménien, France, et qui seront fléchés, si vous en êtes d'accord, pour la commune d'Askeran, avec laquelle nous avons une charte d'amitié. Voilà, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Pas de questions. Donc je mets aux voix cette subvention au fonds arménien. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y a pas d'abstention, donc unanimité. Je vous remercie. Ensuite, nous avons, c'est toujours moi, l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 150 000 euros à l'organisme foncier solidaire Tous Propriétaires pour les terrasses, qui est au chemin de Sauvecanne, évidemment à Bourg-Belair, pour 5 logements en bail réel solidaire. Donc il vous est proposé, c'est pour ça qu'il faut qu'on le fasse avant le 31 décembre, monsieur qui est là, parce qu'après vous dites que vous entendez pas bien, donc j'essaie de m'évertuer de parler dans le micro et vous parlez, mais si vous n'écoutez pas, ça ne sert à rien que je parle. Voilà. C'est quand même un dossier important. Je rappelle tout simplement, je fais un historique, l'organisme foncier solidaire, Tous Propriétaires, dont la commune est fondateur ou membre aujourd'hui, a la possibilité de recevoir des subventions au titre de la pénalité SRU. Donc je vous propose de voter ça pour que nous puissions donner à l'organisme foncier solidaire Tous Propriétaires la somme de 150 000 euros qui permettra de résoudre le problème qui se passe sur ce terrain-là. Je rappelle qu'il y avait, ce truc est en train de tomber, je crois. Il y avait 5 lots à construire, plus 5 logements sociaux qui devaient être construits. Comme il n'y en a que 5, le constructeur n'arrive pas à trouver, ce que je vais vous dire est important, hein, parce que c'est quelque chose que j'ai écrit au préfet, on ne se rend pas compte du truc, mais 5 logements sociaux n'arrivaient pas à trouver de bailleurs sociaux, puisque maintenant on les a tous regroupés, et qu'ils ont des dizaines de milliers de logements, et que le gouvernement actuel, et comme le précédent d'ailleurs, celui de M. Hollande, ne voulait pas garder des bailleurs sociaux à taille humaine. Hein, parce que c'est ce que nous avions. Donc on regroupe tout le monde, et on a une administration, on va pas dire autre chose, qui est devenue complètement technocratique, plus d'humanité, plus rien, et quand il y a 1, 2, 3, 4 ou 5 logements sociaux, ça ne les intéresse pas. Ça leur coûte trop cher en gestion. Donc, ce qui veut dire que le promoteur à qui nous avons obligé, dans le cadre du permis d'aménager qui lui a été signé, la réalisation de 5 logements sociaux n'a jamais trouvé un organisme bailleur social avec qui signer une convention. Et donc, je vous propose aujourd'hui de le faire par le biais de l'organisme foncier solidaire, mais pour que les choses soient, puisqu'il n'y a plus de construction et que c'est l'OFS qui va lancer la construction, on va donner ça à l'OFS, Tous Propriétaires, pour que lui puisse acheter le terrain, acheter évidemment le prix bailleur social, ce qui nous permettra à nous, je dis nous OFS parce que les membres de l'OFS, ça permettra de faire des logements sociaux qui seront bail réel et solidaire, avec 5 pavillons qui sont dans les maisons de vente et où les gens, évidemment, qui sont dans les plafonds
l'intervention de tel logement, vont payer 30 à 40% moins cher que le marché du foncier que l'on voit, et surtout ils paieront une location du terrain, parce qu'en fait c'est le démembrement, j'ai l'occasion déjà de m'exprimer dans le conseil municipal, c'est le démembrement entre d'une part le foncier et deuxièmement les droits d'usage, c'est en fait le bâti. Si je m'exprimer de façon très pragmatique, le bâti qui est vendu et ils sont propriétaires du bâti, qui peuvent revendre quand ils veulent, c'est clair. Et ils payent une location pour le terrain, et cette location, c'est inférieur à 1 euro par mois et par mètre carré. Voilà, est-ce que j'ai été clair là-dessus? Donc il vous est proposé d'avancer sur ce qu'on a à payer de pénalité et qu'on récupérera sur la pénalité de 2022. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Pas de questions. Ah, oui. Oui, donnez-lui la parole. Oui. Monsieur le maire, sur la convention de financement, j'ai regardé les articles et dessus il y a marqué 6 logements. C'est ça. Et qu'est-ce que vous avez là? La convention, article 1, objet de la convention. Et la convention entre qui et qui? Entre la ville et l'OFS. Oui, Antonin Totex. Il doit y avoir des erreurs là-dessus. Bon, moi je vous dis que c'est 5. Maintenant, je ne sais pas le papier que vous avez. Article 1. Ah, c'est la convention de financement entre la commune et l'OFS. Oui. Ça, Ouais. que j'ai sous les yeux. Il est bien dit, il a raison, hein, il a bien dit 6 logements. Non mais, c'est peut-être 5, mais ce que vous avez donné aux élus du conseil municipal, c'est lors du conseil municipal a été voté pour financer une opération de 5 logements en BRS, et vous mettez en dessous, le paragraphe d'après, article 1, 6 logements en BRS. C'est pour ça que Moi, je veux bien, mais c'est 5 ou c'est 6? Je voulais savoir. Alors je vous garantis que c'est 5. Vous avez le paragraphe plus haut, il y a écrit 5. Oui, 5 et en dessous 6. Alors je vous l'accorde que c'est ou l'un ou l'autre. Et que vous avez vu celui du bas et nous on voit celui du haut. Voilà. Et c'est celui du haut qui est le vrai. Voilà, c'est bien 5. Après, il y a l'article 6. Je pense qu'il doit y avoir une erreur parce qu'il y a une période de 80 ans. Ah, ça c'est juste. Hein. Le représentant de l'opposition, si je le fais, il va vous expliquer. Le démembrement se fait parce que justement, ça permet d'avoir un amortissement du foncier pur, c'est-à-dire du terrain, qui se fait sur 80 ans. Corollaire à ça, vous avez ce qu'on appelle les prêts Gaïa. Alors, ne me demandez pas ce que ça veut dire. C'est, je ne sais pas quoi, garantie, machin, enfin, peu importe le truc. Les prêts Gaïa qui sont sur 80 ans et qui sont, de mémoire, un 10 ou un 40. C'est qui me dit un 10 ou un 40%. 40% sur 80 ans. Et l'amortissement se fait sur 80 ans. Ce qui permet de faire diminuer le coût. Parce que quand vous êtes en location, ce que je vous disais tout à l'heure, la location du terrain, à moins de 1 euro le mètre carré, ça va durer ad vitam aeternam. En 80 ans, c'est plus qu'une génération, vous l'avez compris. Donc ça veut dire que les gens ne vont pas payer pendant 80 ans, mais celui qui est titulaire du bail réel et solidaire va payer tout au long de son bail réel et solidaire. Et les bails réels solidaires que nous faisons sont des... Chez nous, c'est l'OFS, tous propriétaires, sont des baux de 80 ans. Oui, mais il n'y a pas erreur. Mais entre parenthèses, il y a marqué 25 ans, donc je ne comprends pas.
vous avez écrit 25 ans. Où est-ce qu'il y a écrit 25 ans? L'article 6. Ah oui, c'est bien ça, oui. Oui, alors il vaut mieux lire ce qui est en chiffres. S'il faut que je lise tout ce qui vous est... Si de la remarque, vous avez raison, ça permet de le préciser. C'est 80 ans. Il y a alors. écrit 80 ans, entre parenthèses 25. Normalement, je ferai remarquer, que, alors ce sera rectifié, mais j'espère, avant que je le signe, mais à la signature, je le regarderai quand même. Je ferai remarquer que c'est la somme en lettres qui compte. Bien, hormis ces remarques tout à fait pertinentes et judicieuses sur la ponctuation et sur l'écriture, est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, ça permet d'animer les débats. Plus de questions. Donc, je mets au voie cette délibération de subvention. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Abstention? Non plus. Unanimité? Je vous remercie. Allez, j'ai assez parlé. Maintenant, c'est Mathieu Pietri qui va nous parler de délibérations, de conventions de partenariat pour l'organisation de chansons sous les étoiles et jazz sous les étoiles. Mathieu. Oui, merci, monsieur le maire. Donc, la municipalité marque par cette délibération, par les deux délibérations qui arrivent, son soutien à la création, à l'action culturelle, d'une part, mais également la reconnaissance du rôle joué par les associations œuvrant dans le domaine de la culture en cohérence avec les orientations données par la municipalité. Et également son souhait de mettre en place de réelles relations partenariales avec les acteurs culturels locaux. Donc cette convention est en fait le cadre dans lequel va venir s'inscrire le soutien de la municipalité à l'association JH Fonds Soliaire Événements qui organise le festival Chansons sous les étoiles pour l'année 2021 sur le mois de juillet. C'est un festival qui présente des artistes promouvant la chanson française et à l'occasion duquel la municipalité soutient cette association par des subventions directes et des subventions indirectes. Subventions directes dont nous aurons l'occasion de reparler dans les mois à venir par une délibération qui viendra compléter ce cadre général de partenariat avec l'association. Les deux délibérations? Alors, pour le second, on est sur le même modèle pour le festival Jazz sous les étoiles avec le même partenaire. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Pas de questions. On l'a connu l'an dernier, c'est simplement la reconduite. On n'a pas encore... Non, on n'a pas encore. Voilà, on n'a pas encore le programme, mais ça sera, j'espère, aussi intéressant que l'an dernier. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Pas de questions. Donc je mets au voie, si vous pouvez voter ensemble de délibération, ce sera les mêmes votes. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y en a pas non plus. Unanimité. Je vous remercie. On va passer à la délibération suivante avec un rapporteur qui se nomme Yann Pertuzel qui va nous parler de la convention avec l'EPF pour l'engagement par la commune d'un appel à projet en vue de la réalisation d'un pôle gérontologique, social, médical, paramédical, etc., au secteur de Montory. Oui, alors, monsieur le maire, mes chers collègues, donc, pour rappel, la commune a délivré les autorisations d'urbanisme pour un pôle gérontologique tout près d'ici où nous sommes, hein, puisque c'est situé juste en face du gymnase, ici, Guidru, de la piscine. Alors, pour des raisons de... Alors, tout d'abord, ces autorisations d'urbanisme ont été délivrées début 2018, et pour des raisons de contentieux, mais de droit privé,
pour l'instant, cette opération n'a pas pu être réalisée. La commune entendant vraiment voir aboutir ce projet important pour nos plus anciens, donc a décidé de relancer un appel à projet pour un pôle gérontologique, avec la réalisation d'un EHPAD et d'un EHPAD en particulier. Mais les parcelles appartenant aujourd'hui, 2 parcelles appartenant aujourd'hui à l'établissement public foncier, il est nécessaire de passer une convention avec l'EPF, et c'est l'objet de cette délibération, donc d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention avec l'EPF afin, encore une fois, que nous puissions relancer cet appel à projet pour ce pôle gérontologique. Merci, Monsieur le maire adjoint. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Pour cette délibération, pas de questions, je la mets aux voix. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Des abstentions? Non plus. Unanimité. Je vous remercie. Ensuite, on passe à Corinne Lemeu qui va nous parler d'une subvention auprès du conseil départemental pour le soutien au mode de garde collectif des enfants de 0 à 3 ans. C'est bon? Alors, merci Monsieur le maire. Donc, c'est une délibération qui intervient toutes les années. Elle concerne effectivement une demande de subvention auprès du conseil départemental pour des crèches donc, de la commune. Ces crèches qui sont au nombre de 3. C'est bon? Donc, ces crèches qui sont au nombre de 3 donc, peuvent être subventionnées à hauteur de 220 € par berceau. Il y a 98 berceaux sur la commune. Donc, le total de la demande de subvention s'élève à 21 560 €, soit donc, 9 460 pour les 43 places de la crèche Arbre de Vie, 7 700 pour les 35 places de la crèche Les Canous, et 4 400 pour les 20 places de la crèche Les Frimous. Voilà, il est donc proposé à l'Assemblée d'autoriser le dépôt des demandes d'aide financière auprès du Conseil départemental du Rhône pour l'exercice 2021. Merci Corinne. Est-ce que vous avez... Je pense que Corinne a été assez claire. Vous avez tous compris, donc pas de questions. Donc je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Des abstentions non plus. Unanimité. Je vous remercie. Ensuite, Corinne toujours, qui va nous parler du choix du mode de gestion des structures d'accueil de la petite enfance. Alors, on continue avec les crèches, donc il y a toujours nos 3 crèches, donc qui sont gérées actuellement par l'association ULEPIR. Donc, suivant un contrat qui est intervenu le 18 août 2016 et qui se terminera le 31 juillet 2021. Donc, afin de continuer ce service, il est proposé d'engager une procédure visant à désigner un nouveau prestataire qui sera chargé de gérer à ses risques et périls l'ensemble des prestations relatives au fonctionnement du service d'accueil de la petite enfance. Il y a eu une commission consultative des services publics locaux, CCSPL, qui s'est réunie le 10 novembre, et le comité technique qui, lui, s'est réuni le 16 novembre et qui ont chacun émis un avis favorable. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver le principe de délégation de services publics pour la gestion de l'accueil de la petite enfance et de définir la nature du contrat, à savoir donc un contrat d'affermage, et d'autoriser Monsieur le maire à réaliser toutes les opérations de publicité prévues à cet effet, à engager tous actes et procédures nécessaires à la réalisation de l'opération et notamment à négocier librement les offres présentées, conformément à l'article L. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales. Merci Corinne. Est-ce que vous avez des questions à Corinne là-dessus? Ok. Donc je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus. Unanimité. Je vous remercie. Ensuite, Corinne, on en a fini.
On va passer à Sophie avec un certain nombre de délibérations d'ordre financier. On va commencer par la décision modificative numéro 2, exercice 2020. Merci, Monsieur le maire. Afin d'effectuer les ajustements de crédit pour l'année 2020, il est proposé de délibérer sur la décision modificative numéro 2 pour le budget de la commune. En effet, comme abordé en commission de finances mercredi 25 novembre, il s'agit de considérer une augmentation section d'investissement de 287 398 €, somme résultant de recettes versées dans le cadre de 6 dossiers de subvention accordés par le conseil départemental lors de sa dernière commission d'attribution. En dépenses d'investissement, on enregistre également une augmentation de 287 398 000 €. Cette DM s'équilibre donc parfaitement en section d'investissement. Merci Sophie. Est-ce que je vais passer en commission des finances? Tout à fait, mercredi 25. Donner un avis, donc. Elle a approuvé à l'unanimité. Pardon? Approuvé à l'unanimité. Voilà. Donc, pas de questions. Vous l'avez vu en commission des finances. Est-ce qu'il y a des voix contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus? Eh bien, écoutez, merci. Unanimité. Merci. Sophie, tu vas nous parler maintenant de l'ouverture des crédits d'investissement. Admission en non-valeur de produits zéro programme pour l'année 2018 et 2019. Madame la trésorière municipale de Gardanne a transmis un état de demande d'admission en non-valeur qui correspond à des titres des exercices 2018 et 2019. Ces recettes n'ont pu être recouvrées malgré les procédures employées et les poursuites infructueuses. Monsieur le maire propose donc au conseil municipal l'admission en non-valeur et par suite la décharge du compte de gestion des sommes concernant les exercices 2018 et 2019 pour un montant total de 992,85 €. Il s'agit en fait ici d'un simple jeu d'écriture comptable qui fait disparaître des écritures de prise en charge du comptable public. Ce n'est en aucun cas une remise gracieuse et ne fait obstacle à aucun recouvrement extérieur. On pourra continuer la procédure. Et pour information, ce n'est pas la collectivité qui est responsable du recouvrement, mais la trésorerie. Question à Sophie là-dessus. C'est le truc classique qu'on passe une fois de temps en temps quand le trésorier nous demande de mettre ça en valeur. Pas de questions, donc je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions non plus? L'unanimité, je vous remercie. Allez Sophie, parle-nous maintenant d'ouverture de crédit d'investissement par anticipation. C'est quelque chose d'assez classique pour l'exercice 2021. Donc, il est proposé au conseil municipal d'ouvrir les crédits en section d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent et de les inscrire au budget primitif 2021. En effet, l'article L1612-1 du CGCT permet au maire, jusqu'à l'adoption du budget, d'engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif sur autorisation du conseil municipal, dans la limite du quart des crédits ouverts lors du budget de l'exercice précédent. Ce qui nous donne aujourd'hui par chapitre les crédits suivants. Sur le chapitre 20, 140 666 €. Chapitre 204, 22 500 €. Chapitre 21, 598 927 €. Chapitre 23, 485 223 €. Merci Sophie. C'est passé en commission aussi? Également, oui. Avec un avis Toujours, tout a été validé à l'unanimité en commission. favorable à l'unanimité, donc je pense qu'il n'y aura pas de questions. Vous avez répondu en commission. Donc je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions non plus? Unanimité. Je vous remercie. Allez Sophie, parle-nous maintenant de la garantie d'emprunt pour l'opération Montauban, parc social en PFA de 56 logements, la résidence opérationnelle, les maisons de Montréal. Donc, la société Unici SA Habitation Loyer Modéré, dans le cadre de l'opération Montori Résidence Intergénérationnelle, fait l'acquisition en VFA de 56 logements situés avenue des Noyers à Bouc-Bélair. La dite société sollicite de la commune de Bouc-Bélair la garantie des emprunts nécessaires à la réalisation de cette opération à hauteur de 55% pour le remboursement du prêt numéro 104 365 d'un montant total de 6 701 528 €, soit pour la commune un montant de 3 685 840,40 €. On précise également que la métropole Aix-Marseille-Provence Territoire a également été sollicitée pour une garantie à hauteur de 45%.
Pour rappel, en effet, une collectivité territoriale peut accorder sa caution à une personne morale de droit public ou privé afin de faciliter la réalisation d'opérations d'intérêt public. Merci Sophie. On est passé en commission aussi. Également, oui, à l'unanimité. Ok, merci. Donc, pas de questions, je mets au voie cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Les abstentions non plus, unanimité, je vous remercie. Ensuite, nous avons avenant numéro 3 en convention de gestion, service extérieur contre l'incendie, création aménagement des AC, activité, pardon, et puis la deuxième, c'est, ah oui, eau pluviale, c'est Sophie qui nous en Donc, vous le savez, depuis le 1er janvier 2016, la métropole Aix-Marseille-Provence s'est substituée de plein droit aux 6 anciens EPCI fusionnés conformément aux dispositions des lois MAPAM et loi NOTRe. Afin de garantir la continuité du service public jusqu'à la date à laquelle la métropole serait en mesure d'assurer le plein exercice des compétences transférées, il était nécessaire de pouvoir disposer du concours des communes concernées pour l'exercice des compétences transférées en leur confiant par convention, conformément à la loi, un article du CGCT, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant des attributions de la métropole. Par délibération en 2017, la métropole décidait de confier à la commune de Boubélaire des conventions de gestion portant sur les domaines suivants: service extérieur défense contre incendie, eau pluviale, plan local d'urbanisme, document en tenant lieu ou carte communale, création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire. En 2018, la métropole nous indiquait qu'elle assurait la gestion de la compétence relative à la planification urbaine à compter du 30 juin 2018. Aussi, aujourd'hui, il est proposé de prolonger d'1 an la durée de validité des conventions que je vous ai citées précédemment, à l'exclusion donc du plan local d'urbanisme. Donc, ça concerne le service extérieur défense contre incendie, l'eau pluviale et la création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire. Cela nous permettra également de faire en sorte que ce soit concomitant avec le transfert de la compétence voirie et espace public. Je propose donc au Conseil municipal d'approuver les avenants numéro 3 aux conventions que je viens de vous citer. Merci Sophie. Sur la production sur l'existant, parce que la métropole va faire elle-même l'exécution de ses compétences. Pas sur une, mais sur un autre niveau. La MPM, c'est pas le cas, mais l'autre, on peut le faire. Donc il vaut mieux le faire pour avoir des actes réalisés sans prendre cas de même. C'est vrai que quelquefois, ne serait-ce que pour le pluvial, ça nous pose des problèmes, ce qui nous limite à la consommation de crédit. Et on s'aperçoit que finalement, plus on va dans le temps, plus le changement climatique se fait sentir, et plus on a des soucis de pluvial. Donc, à des endroits, il faut mettre en rapport les réseaux, c'est à la métropole, c'est quelqu'un qui ça. Enfin, ça, c'est, je m'égare peut-être, dans le conseil métropolitain, je le dis, parce que dans la commune de la métropole, je le dis, ce qui est en est. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Pas de questions, donc je mets au voie cette délibération, les 3 conventions. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus. Unanimité, je vous remercie. Allez, changeons de rapporteur, on va passer à Stéphane Pierracini, parce qu'en plus, c'est ouvrir de l'un à l'autre, on va vous mettre à côté, comme ça. Et Stéphane nous parlait d'une subvention exceptionnelle. Merci, Monsieur le maire. La ville de Boubélaire organise chaque année le Téléthon en partenariat avec l'AFM Téléthon, le tissu associatif et les commerces. Si l'événement contribue fortement à l'animation de la commune, l'objectif principal est de collecter le plus d'argent possible pour aider la recherche concernant les maladies génétiques rares.
Malheureusement, la pandémie due à la Covid-19 et le confinement instauré par le gouvernement ne permettent pas de renouveler cet événement annuel sous son format habituel. La municipalité étant fortement engagée dans ce combat, elle souhaite anticiper la baisse des dons causée par l'annulation des animations. Il est donc demandé au conseil municipal d'autoriser le versement d'une subvention exceptionnelle de 2 000 € à la FM Téléthon. Voilà, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Je crois que ça a été assez clair, la déclaration de l'adjoint. Pas de questions, donc je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus. Unanimité. Je vous remercie. Allez, Maëva, qui est juste à côté, la série de chance, parce qu'elle est juste à côté. Après, il faudra qu'il traverse tout. Maëva nous parlait d'exonération diverses liées à la crise sanitaire. Merci, Monsieur le maire. Donc, ce soir, il vous est proposé de continuer à soutenir le tissu économique bouquin, donc pour tenir compte de la fermeture des commerces pendant cette période de deuxième confinement. Il vous est notamment proposé d'exonérer de droits de terrasse les commerçants qui ont une autorisation d'occupation du domaine public dans le cadre de leur activité, et ce pour une durée de 3 mois à compter du 30 octobre 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020, et de procéder au remboursement si les sommes ont déjà été réglées. Merci Maëva. Est-ce que vous avez des questions à poser à Maëva? Pas de questions, donc je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus. Unanimité. Je vous remercie. Allez, changeons de rapporteur. Maintenant, c'est Jo Cassaro qui va nous parler de 2 demandes de subvention et on va lui donner la parole parce qu'une, c'est... Allez, vas-y. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc, il s'agit en effet de 2 demandes de subvention. L'Assemblée départementale a adopté lors de sa séance de juillet 2020 de nouveaux dispositifs pour aider notre territoire à relever le défi de la lutte contre la Covid. Parmi les dispositifs, il y en a un qui est l'aide exceptionnelle subventionnant toutes les dépenses d'investissement, contribuant à l'organisation et à la mise en place du déconfinement dans le respect des mesures gouvernementales, pour soutenir les actions engagées par les équipes municipales pour assurer la continuité des services publics dans cette période de crise sanitaire. Pour notre commune, nous avons mis en place plusieurs actions, dont l'acquisition d'une plateforme permettant aux administrés de prendre rendez-vous pour la distribution de masques sous forme de drive et de prendre des rendez-vous pour le drive PCR Covid. Certainement, vous avez dû voir et ou utiliser. La mise en place aussi d'une web TV, j'espère que vous avez pris le soin de regarder, puisqu'elle est très active, pour maintenir le lien avec la population, les commerces et les associations, mais aussi la refonte partielle du site de la commune afin de développer le sans contact. Il s'agit de réservation de créneaux, mais aussi des paiements sans contact. Ensuite, l'acquisition d'Igiaphone pour maintenir l'accueil du public en toute sécurité. Et enfin, l'acquisition de matériel informatique pour déployer le télétravail et les visioconférences. Donc, pour faire face à cette dépense, nous allons procéder et solliciter une aide financière auprès du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, au titre de l'aide exceptionnelle pour favoriser le déconfinement. Le plan de financement est relativement simple. La dépense est de 50 000 € hors taxes, 70% sont pris en charge par le conseil départemental, soit 35 000 €. Le financement de la part qui reste au financement de la commune est de 30%, soit 15 000 €. Merci Jo. Est-ce qu'il y a des questions à poser? Oui. Monsieur Fulvio, vous avez la parole. Oui, en ce qui concerne la mise en place du web TV, c'est très bien, mais c'était pour savoir si tous les commerçants passeraient aussi. Voilà, il y aura une partie des commerçants. Une sélection. Et ça,
ça, Cyril, il va falloir... Donc, j'ai le pas, là. Pour qu'on puisse... C'est toi qui réponds, Jo? Bon, c'est Maëva, alors. Merci, Monsieur le maire. Si j'ai bien noté la question, c'était de savoir si tous les commerçants allaient passer dans la Book TV, c'est ça? Ok, donc effectivement, il y a énormément de commerçants sur la commune. L'objectif, c'est de vraiment mettre en valeur les centres commerciaux. Ça, d'une part, tous les centres commerciaux vont être mis en valeur dans tous les cas dans la Book TV. Et ensuite, en ce qui concerne les commerçants, il n'y a aucune difficulté pour ceux qui le souhaitent de se manifester auprès du service promotion de la ville et on pourra faire en sorte de leur faire une émission. Sachant que de toute façon, ils seront mis en valeur quand on mettra nous-mêmes en valeur les centres commerciaux de la commune. Merci Maëva. Ok, M. Canobio. Donc je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Il y a des abstentions non plus. Unanimité, je vous remercie. Allez, on va passer maintenant. Toujours Jo Cassaro. Vous pouvez rester là-bas parce qu'après c'est Marie-Pierre Vitiello qui sont à côté. Jo Cassaro qui va nous parler d'une demande de subvention dans le cadre de l'aide exceptionnelle pour la relance de l'activité économique des travaux d'installation lumineux. Donc c'était l'Assemblée départementale, c'était lors de la même séance du 24 juillet, donc je vais vous faire grâce de détails. Un des dispositifs est l'aide exceptionnelle pour la relance de l'activité économique, bien sûr. Ça a pour objet de relancer l'activité en soutenant la commande publique pour la réalisation de travaux à court terme. Dans ce cadre, en fait, la commune souhaite procéder à l'installation de panneaux lumineux de communication aux entrées de ville et réaliser aussi, bien sûr, pour ce faire, tous les travaux de VRD pour assurer les implantations. Pour faire face à cette dépense, il est proposé de solliciter une aide financière auprès du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône au titre de l'aide exceptionnelle pour la relance de l'activité économique. Le plan de financement de ces travaux s'établit comme suit. Donc le total de la dépense est de 120 000 € hors taxes, 70% à la charge du Conseil départemental, soit 84 000 €, et 30% à la charge de la commune, soit 36 000 €. Merci Jo. Est-ce que vous avez des questions à poser à Jo Cassaro? Monsieur qui est là, vous avez la parole. Oui, je voudrais simplement une clarification sur le fond et sur la forme. Est-ce que la dépense concerne uniquement les VRD ou est-ce que ça comprend les panneaux aussi? C'est pas très clair dans le texte. Si c'est le cas, de combien de panneaux s'agit-il? Seront-ils installés? Ensuite, sur le fond, je ne vois pas très bien le lien entre cela et le Covid. Enfin bon, tant mieux si on profite d'une subvention, mais j'ai du mal à comprendre. Je ne sais pas quel sera le contenu des communications que vous comptez mettre sur ces panneaux, mais je ne vois pas très bien le lien entre la relance économique de l'activité et le Covid et la mise en place de panneaux. Pendant que Cyril amène le micro, moi je vais meubler, si je puis dire. C'est pas la pagautier à la télé, la publicité. Simplement pour vous dire que le Conseil départemental a décidé, pour relancer, d'aider les communes à dépenser, investir, pour que ça soit dans l'économie locale et que, écoutez, nous, on va passer un certain nombre de dépenses qui sont subventionnées à 70%. Pas non plus, d'autres communes ne demanderont rien, mais nous, on demande. Alors, la dépense comprend effectivement toute la partie terrassement VRD et implantation, enfin, tous les travaux qui seront nécessaires pour mettre en place les panneaux, mais aussi les panneaux. Normalement, la question. La deuxième partie de la réponse, c'était combien on a de panneaux à installer. Donc, on a une cible à 3 panneaux au moins. Donc, on prévoit de les installer sur les entrées et sorties de communes, mais aussi sur la place du village. Et on est en train de voir pour
compresser la dépense eu égard au montant important pour pouvoir obtenir un panneau supplémentaire pour quadriller un peu mieux les informations que nous allons pouvoir diffuser. Ça me permet de rebondir sur votre dernière question. Parmi les informations, il y aura toutes les informations de la commune elle-même, mais on peut tout à fait être beaucoup plus ouvert pour être tourné vers le commercial et vers le commerce, le commerce de Bel-Air, pour être en phase avec la demande de subvention. Donc on ne s'interdit absolument rien à partir du moment où c'est tourné, vers les commerçants de Bel-Air et deux, sur toute la communication institutionnelle de la ville. Donc le contenu n'est pas encore arrêté. On est plutôt là sur le contenant, c'est se doter d'un outil 21e siècle 2.0 pour pouvoir communiquer au mieux et de façon beaucoup plus efficace et visible avec l'intégralité des administrés, et ce dans les lieux que nous avons jugés les plus opportuns. Voilà, M. Kellan, la réponse à votre question. J'espère que vous n'aurez plus de questions à la suite de cette réponse, donc je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions non plus? Unanimité. Je vous remercie. Allez, passons au rapporteur voisin, puisque c'est Marie-Pierre Vitiello, qui va nous parler tout d'abord de l'actualisation de ce qu'on appelle le RIFSEP. C'est le régime indemnitaire tenant compte des suggestions et engagements professionnels. Merci, Monsieur le maire. Donc, il faut savoir que sur la commune de Bouc-Bel-Air, c'est la mise en place de ce régime indemnitaire qui date de 2017. Il ne concernait pas les catégories A et B des services techniques parce que le décret ne le permettait pas. Aujourd'hui, le décret le permet, donc on vous propose d'intégrer les catégories A et B des services techniques à ce régime indemnitaire. Donc, je vous rappelle, ce régime indemnitaire reprend les anciennes primes qui étaient déjà dévolues aux agents. C'est une prime mensuelle, elle reprend l'ISS, l'indemnité spécifique de service, la prime de service et de rendement et l'IAT. Donc elle est garantie à 70% sur le montant de l'ancien régime et 30% s'appelleront dorénavant le CIA, le complément indemnitaire annuel. Ça sera une part variable. La première année, c'est-à-dire 2021, là, puisque ça sera mis en place en 2021 si vous la votez, les 30% sont garantis à tous les agents et ensuite, en fonction de la manière de servir et de l'engagement professionnel, ce CIA peut aller jusqu'à 60% du montant, de l'ancien montant. Donc ça peut être très avantageux pour les agents. Voilà. Donc c'est une prime qui est versée une fois par an. Ce complément, c'est 30% ou plus, seront versés une fois par an. Bien, est-ce que vous avez des questions à poser à Marie-Pierre Vitiello? En fait, c'est tout simplement de faire en sorte, puisque maintenant on a la possibilité, que les agents qui sont de filière technique A et B, simplement, puisque les C l'avaient déjà, difficile de ce qu'on appelle le RIFSEP. Pas de questions, donc je mets aux voix cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus, unanimité. Je vous remercie. Et Marie-Pierre continue par... donc ça, c'est le corollaire, c'est simple, c'est que notre délibération qui disait que c'était tout le reste, il faut qu'on la revoie pour dire qu'eux aussi l'ont. Voilà. Alors, comme les agents des catégories A et B sont sortis de l'ancien régime indemnitaire, nous sommes obligés de mettre à jour la délibération et la convention, puisque restent sur l'ancien régime indemnitaire seulement les agents de la police municipale. Donc eux, ils conservent leur IAT plus les primes police. Voilà, donc nous vous proposons de mettre à jour le système, la convention du système indemnitaire, puisque nous avons sorti les agents des catégories A et B des services techniques. Voilà, c'est la connaissance, c'est la conséquence de celle d'avant. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Pas de questions. Je me vois cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus. Unanimité. Je vous remercie. Allez, ensuite, je nous parle, Marie-Pierre, des contrats d'apprentissage. L'apprentissage, merci Monsieur le maire. Donc, l'apprentissage, c'était
un dispositif donc, de formation qui s'adresse à des personnes âgées de 16 à 29 ans. Donc, c'est un contrat à durée déterminée de droit privé qui est régi par le Code du travail. Donc, ça peut être un atout, bien sûr, pour la collectivité et pour les apprenants. Donc, nous proposons de commencer à intégrer ce régime au sein de notre collectivité. Donc, nous vous proposons de commencer à tester ce dispositif sur 2 services, donc la promotion de la ville et les services techniques, qui en ont fait la demande et qui ont évalué un besoin. Donc, pour pouvoir obtenir ces contrats d'apprentissage, le service devra définir un besoin. Il faudra qu'il fasse état d'un projet. Ensuite, donc les domaines d'attribution, je vous en ai parlé. Donc, il y aura un maximum 2 postes pour le début, pour la promotion de la ville, et 3 pour les services techniques. Et ça engendre un engagement de la part de la collectivité avec la nomination d'un tuteur qui sera référent de l'étudiant en stage. C'est un levier pour introduire l'apprentissage au sein de la collectivité. Merci Marie-Pierre. Est-ce que vous avez, malgré la clarté de l'exposé de Marie-Pierre, est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Donc, je mets au voie cette question. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non plus. Unanimité. Je vous remercie. Et Marie-Pierre, parlez-nous de la création de 2 emplois permanents. Donc, nous proposons ce soir donc, la création de 2 emplois permanents au registre des effectifs. En fait, ce sont déjà 2 emplois qui sont, 2 postes qui sont occupés. Donc, un par un adjoint technique territorial de catégorie C à temps non complet, c'est un mi-temps, qui est occupé par une personne en CDD, en contrat. Et le deuxième qui concerne le service des sports et de la vie associative. Donc, il est actuellement occupé par un adjoint technique. Non, qui n'est pas encore territorial, puisqu'il est en contrat. Et donc, nous vous proposons aujourd'hui de les stagiairiser, en fait. Voilà. Merci Marie-Pierre. Est-ce que vous avez des questions à poser à Marie-Pierre Vitiello? Pas de questions, donc je mets au voie cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Des abstentions non plus d'unanimité? Je vous remercie. Marie-Pierre, parle-nous de formation d'objectifs avec le comité des œuvres sociales. Oui. Donc, il était proposé, Monsieur le maire avait le choix soit de continuer à fonctionner avec le COS, le comité des œuvres sociales, ou de choisir le comité national d'action sociale. Il a été fait le choix de conserver le COS parce que ça confère plus de proximité aux agents et ça coûte beaucoup moins cher aussi à la collectivité. Donc, cependant, cela nécessitait la mise à jour de la convention en fonction de la réglementation. Donc, nous proposons de mettre à jour cette convention, entre autres en demandant un bilan annuel avec des comptes précis qui doivent être fournis à la municipalité pour développer le fonds tous les ans. Ensuite, un bilan de tout ce qui est réalisé, un bilan détaillé, chiffré, avec aussi un budget prévisionnel. Voilà. Et le montant de la subvention est corrélé à la masse salariale, c'est à 0,85%. Est-ce que vous avez des questions à poser à Marie-Pierre Vitiello? Pas de questions. Je mets au voie cette délibération. Est-ce qu'il y a des voix contre? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il n'y en a pas. Donc, unanimité. Je vous remercie. J'ai reçu 2 questions diverses, émanant d'ailleurs une du même groupe, la majorité, une de Jean-François Kerr, à qui je vais donner la parole. En plus, celles-là, ils ont bien fait. Ils sont tous les 2 à côté des questions. Bonsoir, monsieur le maire. Ma question porte sur les Bourrouges et Altéo. L'actualité autour de la reprise d'Altéo, qui exploite le site de Manche-Gary, nous fait craindre la continuité de l'exploitation et donc la production de ces Bourrouges. Quelle est votre position et votre action sur le sujet?
La Alteo, nous sommes exprimés sur Alteo, nous avons sauvegardé l'entreprise Alteo, et que par contre, ce sur quoi nous nous opposerons, on ne sait pas où ça va aller, c'est la continuité d'exploitation de Manche-Gary. Elle, Manche-Gary, il met plus de 300 000 tonnes, l'ordre de 300 000 tonnes par an, qui sont ce qu'on appelle la bauxaline. La bauxaline étant le résidu des boues rouges. Le résidu des boues rouges, quand elles sont, enlève la matière liquide des boues rouges, ça donne la bauxaline. La bauxaline contient un certain nombre de produits toxiques, comme la soude, la bauxaline étant le résultat du traitement de la bauxite, le procédé Bayer, qui donne des hydrates d'alumine, ce qu'on appelle la bauxite blanche. Et donc, à l'issue du procédé Bayer, traitement de la bauxite, la soude, on obtient donc ces boues rouges. Ces boues rouges sont déversées à Manche-Gary. De l'autre côté, bauxite blanche, qui elle est retraitée, on fait des analyses spécialisées. Or, nous sommes toujours dit à la société Alteo que nous nous opposerons, et ça figure, M. Altamini, en tout cas dans la majorité, dans le projet électoral de la majorité, s'opposer à la continuité, à la continuation de l'exploitation du site de Manche-Gary. Comme Alteo a déposé son bilan, étant continuité d'exploitation avec placement judiciaire, le tribunal de commerce doit se prononcer là-dessus. Il devait mi-novembre, et puis il a repoussé ça au 8 décembre, donc c'est dans 8 jours, doit se prononcer sur 2 dossiers qui ont été déposés. Un, le repreneur s'appelle Alteo. Alteo, il manque que le haut, en fait c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils vont continuer l'exploitation totale du site de Gardanne, aujourd'hui, et donc du site de Manche-Gary. D'ailleurs, j'ai reçu, certains ici autour de la table le savent, parce que plutôt il y a un gars à la tête chez Péchinet, peut-être chez Alteo, je ne suis pas sûr, mais en tout cas chez Alteo, en quelques années, qui a dirigé l'exploitation ici à Gardanne et qui a donc décidé de déposer son dossier pour reprendre. Il reprend ça dans le cadre de l'existant. Dessus, il a dit qu'il allait améliorer Manche-Gary, c'était un scandale, etc. Et comme la société Alteo dit, on va recycler. Ils disent depuis peut-être une vingtaine d'années, au moins une quinzaine, qu'ils vont recycler. On ne va toujours rien arriver. Quand on lisait le dossier, on rendait compte que l'année 2030, ils proposent l'ordre de 10 à 15% sur le recyclage. Ce qui veut dire que, allez, mettons 15%. 15% de 300 000 tonnes, on est à 50 000 tonnes de recyclage. Ça veut dire qu'il va rester encore 260 000 tonnes qu'on va mettre Manche-Gary. Moi, je suis clair là-dessus. J'ai l'électorat, d'accord, et ce que je veux dire, on ne veut plus de ça. Aujourd'hui, vous avez jusqu'en juin 2021 comme autorisation. Après, on ne souhaite pas. C'est pas nous qui prenons la décision. C'est pas un arrêté municipal. C'est pas le conseil municipal. Le conseil municipal donnera simplement son avis dans le cadre de la concertation et dans le cadre du débat public qui devrait y avoir. Et la deuxième entreprise s'appelle UMS. C'est une entreprise qui a des exploitations minières, entre autres en Afrique et même en Asie. Et elle propose carrément, dans l'année qui suit, dans les quinzaines de mois qui suivra
l'attribution, si elle a l'attribution, d'arrêter l'exploitation de Manche-Garry. C'est-à-dire qu'ils vont faire venir, plutôt que de la bauxite, faire venir de la bauxite blanche. Quand aujourd'hui, on va importer 600 000 tonnes de bauxite, on va en rejeter un petit peu plus de la moitié, avec la soude qu'on met dedans, un petit peu plus de la moitié à Manche-Garry. Si, donc c'est le reste, la production de bauxite blanche. Si on importe directement de la bauxite blanche, ça veut dire que vous allez sortir de Polytechnique encore moins de l'ENA, pour comprendre ce genre de choses. Ça veut dire qu'on aura moins de frais de transport, on sera moins polluant, etc., etc. Vous en passez des meilleurs. Aujourd'hui, si je puis caricaturer, on exploite à un endroit, on creuse la terre, on sort la bauxite et on envoie tout ça à Gardanne, et à Gardanne, donc on a fait un trou d'un côté, et à Gardanne, on fait des montagnes. À Manche-Garry, on fait des montagnes. À un moment donné, ça veut dire qu'il faut que cela cesse. Et on voit aujourd'hui une prise de conscience qui est de cet environnement et de développement durable, et ça ne fait pas partie du développement durable que de transporter des centaines de milliers de tonnes, de lancer un galet transformé, ensuite à un endroit où on produit. Faire en sorte que le produit en conséquence, qui lui va être transformé, qui va être enrichi, c'est lui qu'on va transporter. Il me semble que c'est quand même assez simple. Alors oui, il y a un problème d'emploi. L'emploi, c'est peut-être le plus important dans l'esprit de certains. Moi, je suis dire qu'il fallait défendre l'emploi, garder, manifester en faveur de l'LTO qui avait des éléments et faire en sorte que l'LTO prenne une fois avec un arrêt de Manche-Garry. C'est quoi la conséquence? En termes d'emploi, c'est ça. La conséquence, c'est une centaine d'emplois perdus. Et ça sera dans une quinzaine de mois. C'est-à-dire qu'on a largement le temps de préparer la reconversion de ces gens-là, de leur proposer quelque chose, de prévoir un autre job. Alors j'ai entendu dire que c'était qui de Gardanne, etc. Moi j'ai fait remarquer que j'étais plus maire populaire, mais j'étais populaire, je sais ce que c'était l'arrêt de la mine. L'arrêt de la mine, c'était rien que dans les charbonnages, 500 emplois concernés. Sous-traitant, 500 emplois. Et d'un jour à l'autre, ça s'est arrêté. 1er février 2003. Et la ville de Gardanne n'est pas morte pour autant. Au contraire, parce qu'elle a vu les choses autrement, elle a pu faire en sorte une expansion économique de ce côté-là. Donc, simplement vous répondre là-dessus, que les choses sont claires. Nous soutenons, et d'ailleurs je vous donne un peu l'information, ça s'est passé cet après-midi, il est 16h30, le maire de Gardanne et moi-même avons signé un communiqué de presse disant qu'il soutenait là le dossier UMS, et dans un deuxième temps, je vais faire une lettre avec les maires des communes avoisinantes pour dire que nous soutenons, de la Front d'administration judiciaire, nous soutenons là le dossier de UMS pour la reprise de c'est clair là-dessus. Je pense que c'est la seule solution si on voit développement durable. Bien, développement durable. Si on voit l'environnement, les conséquences sur eux ici autour de la table sont riverains de Manche-Garry, et je vais vous dire que j'ai reçu dans la semaine dernière, peu importe, j'ai reçu une délégation qui sont contents parce que ça a recommencé en autant de fameuse les devant 18, les 18 pas autant, mais ils ont eu des soucis encore de dossiers rouges qui se sont soulevés. Vous avez du charbon de camion, vous avez des choses qui sont déversées en poussière,
peut se faire, on va empêcher le travail, empêcher sur le stockage, sur le travail, empêcher les envols de poussière. Les gens qui sont autour se posent à juste titre des questions sur la toxicité de ces particules, voire micro-particules. Et je ne puis que leur donner raison. Voilà ce que je peux dire sur LTV. On a une deuxième question. Patricia, elle attend qu'on lui donne le micro. Merci. Bonsoir, Monsieur le maire. L'avenue de Thiers, dans sa version reconfigurée, vient de rouvrir à double sens. Il semblerait que l'accès à la déchetterie pose certaines difficultés. Quelles sont les actions qui vont être mises en place? J'ai vu que ça a fait une certaine polémique sur ce qu'on appelle les réseaux sociaux, la déchetterie et l'accès à la déchetterie. Nous avons fait une voie verte, qui nous, c'est la casquette des conseillers départementaux que je prends, puisque, et celle de maire aussi, puisque ça a été un cofinancement. Nous avons financé les études et le département a financé les travaux qui sont largement plus élevés que les études. Vous le savez, je me rappeler. La métropole a été consultée dans le cadre de l'accès, comme d'autres accès qui existent là-dessus, et une propriété qui n'a posé aucun problème. Je pense aux accès qu'il y a, et entre autres l'accès au gaz pour ce chemin qui va délivrer donc à la maison, ça ne posait pas de compte. Pour la métropole, ça peut poser un problème dans le sens qu'il faut couper la voie verte. C'est la voie verte, ça veut dire qu'il faut une autre façon d'accéder. La métropole nous a proposé, ce qui a été fait d'ailleurs, plus qu'en face de l'autre côté de l'accès de la métropole, vous avez un endroit où il y a écrit parking. En fait, c'est une zone d'entassement des véhicules, mais qui pourront s'entasser, parce qu'au milieu, il n'y a pas assez de place pour faire. Et dans le même temps, la métropole parle d'une ouverture d'une deuxième déchetterie, avec accès pour les professionnels, qui, je vous ai déjà si c'est sur ce mandat-là, évolué depuis quelques mois, il y a une deuxième déchetterie qui se fera, devrait se faire à côté, vous allez comprendre pourquoi. Le permis de construire a été déposé, à côté de Décathlon logistique, de l'autre côté, route, au bord du CD6, où là, lors du dépôt de permis, eh bien, qui a été fait de notre service urbanisme, eh bien, oui, c'est pas risible. La métropole n'a même pas demandé dans la faisabilité au service, à ses services, puisque en fait c'est la Seine qui est délégataire, mais l'eau maintenant c'est la métropole, s'il y avait des soucis. Et ils se rendent compte que finalement ils vont faire sur tout le long du terrain, il y a un réseau d'adduction d'eau potable qui passe, qui est assez gros, parce que ça sert à tout le monde, et que la SEM a répondu. Mais nous, on est délégataires, c'est vous qui êtes propriétaire. Vous avez cette canalisation d'eau qui existe, qu'est-ce qu'on en fait? Ça veut dire qu'on aura quelques sous. De mémoire, je reviens sous l'école de la Graciane. L'école de la Graciane, j'avais récupéré à l'époque, je suis arrivé maire de cette commune il y a longtemps, j'avais récupéré le chantier de l'école de la Graciane. Et il y avait, alors je me souviens, il y avait un tuyau 250 mm de diamètre du canal de Provence qui passait en travers du terrain. Et donc, quand moi j'ai repris le dossier
ficelé, il y avait le permis, les marchés étaient attribués, etc. Et j'ai compris après pourquoi ils n'avaient pas donné l'ordre de service. Le DST d'époque me dit, monsieur le maire, un jour après mon élection, monsieur le maire, chantier l'école de la Graciade, pense. Moi j'étais, c'est 6 ans de élection, donc c'est quelles sont les conséquences? Elle me dit, le marché il est signé, et il faut mettre l'ordre de service. J'ai compris, oui. Le service n'a pas été signé. Ça coûtait alors à l'époque c'était des francs, quelques centaines de milliers de francs pour déplacer la conduite du canal de Provence, parce que évidemment, on construisait le bâtiment sur le tuyau du canal de Provence. Voilà. Donc c'est toujours pareil, si il faut que je reste après le service, parce qu'ils font trop, mais quelquefois ils n'ont pas assez. S'il y a une... Donc la métropole s'aperçoit aujourd'hui, la déchetterie, elle n'est pas prête d'ouvrir parce qu'il y a un tuyau d'eau potable qui passe le long et qu'il va falloir sans doute refaire de nouveaux permis de construire, en fait, etc. Pas ces millions. Voilà, on a cette déchetterie qui sert et aux professionnels et aux particuliers. Donc, pour les professionnels, surtout quand vous arrivez de Gardanne et que vous voulez tourner à droite, prendre la déchetterie, vous allez couper la voie verte basse et qui va être extrêmement dangereux parce que vous n'avez pas de visibilité. Il en est de même à un degré moindre pour les VL. Et c'est pour ça que la métropole nous a dit interdisez l'accès en venant de Gardanne par la droite tout de suite, allez tourner au giratoire de Sambaki, faites demi-tour et revenez, comme ça on a pu l'entrer par là. Voilà, donc je le regrette, mais en tout cas c'est comme ça, c'est ce qu'il y a de plus sécuritaire, et c'est un peu la décision de la métropole, nous faisons qu'appliquer. Et par contre, c'est nous de distribuer les utilisateurs, de le faire nous, parce qu'avant que la métropole le fasse, dans 2 semaines, un tract disant entrée aux utilisateurs. L'entrée se fait comme ça. C'est pas grand-chose. Ça veut dire quoi? Disons, les 2 fois 250 mètres de plus à faire, ceux qui arrivent, et chose d'en repartir, parce que c'est déjà que c'est extrêmement dangereux, tout ça. Vous savez pertinemment que moi je savais, je ne pouvais pas me permettre, c'est au titre de sécurité routière, tourner à gauche ceux qui sortaient, les utilisateurs des déchetteries, d'autant plus que ces gros camions que nous avons ne sont pas maniables, peuvent être une petite voiture. Voilà, donc l'information devrait passer des utilisateurs de la déchetterie. En tout cas, nos services, les services, je crois que les tracts sont toujours faits. Je t'en passe et je distribue vite ces tracts-là aux utilisateurs. Voilà. Voilà pour les questions diverses que nous avons reçues. La séance est levée. Sur le jour, la séance est levée. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon appétit et une bonne soirée. On me rappelle qu'il faut que vous signiez les documents budgétaires que nous venons de voter. Tous, en partant, vous l'avez sur la table qui est située là-bas.